Alors, on va ouvrir notre dossier sur l'Iran avec la contestation qui prend de l'ampleur. Manifestation contre le pouvoir encore hier soir malgré la répression. Il y a eu des manifestations à Téhéran, dans plusieurs villes de province, à Mashhad dans l'est, c'est la ville du guide suprême, dans le nord également, dans la ville sainte de Qom. Le régime a coupé les communications, mais vous le voyez, il y a quelques images qui nous parviennent et on voit que la situation se tend. Image ici d'incendie à Téhéran hier soir à proximité d'une mosquée. On entend les manifestants crier aussi le Iran, et puis des bâtiments gouvernementaux sont pris pour cible. Dans cette ville-là de Karaj, c'est je crois dans le nord de l'Iran, c'est l'hôtel de ville qui a été incendié. Bonjour Didier Idjadi, merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue universitaire et réfugié politique iranien. D'abord, un mot sur ces images que vous découvrez également avec nous. Que disent-elles ces images ? Écoutez, il s'agit ou bien de la colère, effectivement, de la part des manifestants, ou éventuellement pour une autre cause, mais la situation dans son ensemble est une situation de révolutionnaire, si vous voulez, là. Et à ne pas oublier que les manifestants, ils ont attaqué également un certain nombre de lieux, disons, religieux, mais pour la raison suivante, c'est parce que le régime, il transforme certains de ces milieux-là en lieu pour attaquer donc les manifestants, si vous voulez là. Dès que les manifestants, ils le repèrent et il attaque également réciproquement. Mais d'une manière générale, effectivement, vous l'avez évoqué, à Mashhad, qui est la ville très, très religieuse, mais également à Rome, très, très religieuse, si vous voulez, et que dans l'ensemble de ces lieux considérés comme, disons, sacrés, etc., c'est parce qu'il y a une colère qui a été empêchée par le pouvoir. Eh bien, aujourd'hui, la rue parle. La rue fait de la contestation contre le régime dans sa totalité, mais également l'ensemble des institutions qui représentent ce régime-là, qui est en fait un régime totalitaire basé sur l'islam politique. Didier Idjadi, vous avez utilisé ce mot révolutionnaire général. Est-ce qu'on est dans une révolution, dans une révolte ? Quel est le mot juste ? Pour moi, pour l'instant, c'est une révolte. On a eu des manifestations pacifiques. On est passé à, je dirais pas des émeutes, mais à une révolte qui est devenue de plus en plus violente, avec bien sûr une réaction du pouvoir. Et la question est de savoir si oui ou non cette révolte, ou ces révoltes, parce que c'est quand même sur plusieurs centaines de sites, va se transformer ou non en révolution. Une révolte, c'est pour changer les conditions de vie, parce qu'en fait, n'oublions pas que le démarrage de cette affaire, c'est les conditions de vie du citoyen iranien, donc c'est basique. Je ne vis plus, je veux vivre mieux et j'en ai assez. Après, donc, on passe à la révolte parce qu'il y a une répression policière à un moment donné et peut-être aussi des éléments perturbateurs qui rajoutent finalement de l'instabilité et de la violence. Et à un moment donné, il faudra voir en fonction de la, de la capacité du pouvoir à avoir un dispositif sécuritaire qui le protège ou pas. On va voir si ce dispositif tient le coup ou pas. Est-ce que la police, on a eu des exemples qui ont été cités, donc sur des policiers qui pouvaient avoir tendance à basculer au profit des manifestants. Ça peut être aussi l'armée qui peut être dans la même situation avec une armée en partie de conscrits. Donc les conscrits, c'est la société iranienne. Et puis la réaction ou les relations aussi bien avec les pasdaran qu'avec les bassidji que vous rappeliez tout à l'heure, qui sont, je dirais, l'armée idéologique du régime. Alors voilà, donc est-ce que ça va aller jusqu'à la révolution ? Révolution veut dire on change les têtes. Et ça se fait pas forcément d'une manière pacifique. Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui simplement révoltés auront les moyens armés de faire cette révolution qui ne peut pas se concevoir dans une vision pacifique. Donc, et je reviens à cette bascule ou non de l'appareil sécuritaire, plus ou moins partiellement, au profit des manifestants ou pas. Didier Idjadi, est-ce que vous craignez la répression du régime dans les prochains jours quand on voit les images et ce qu'il se passe et cette vague de contestation, donc ininterrompue depuis le 28 décembre ? Écoutez, juste avant de répondre à votre question, ce qui se passe en Iran, c'est un mouvement profondément politique. Non, il ne s'agit pas d'un mouvement économique, même si les Bazaris, ils ont commencé et ils ont évoqué l'aspect économique. Mais il faut connaître la nature de ce régime-là. Pendant des années, les Iraniens, et actuellement aujourd'hui, dans les rues, les slogans, c'est quoi ?
abat le régime de la République islamique, abat Khomeini. Cela n'est pas seulement une dimension économique et que par conséquent, l'objectif c'est de viser effectivement le pouvoir politique en Iran, si vous voulez. Et dans une révolution, il y a de tout, bien évidemment. Il y a des révolutions qui vont réussir et d'autres révolutions qui vont pas être achevées, etc. Bon, mettons de côté le côté, disons, le vocabulaire, si vous voulez. Mais ce qui est aujourd'hui, en cours, c'est un véritable mouvement de contestation généralisée et que cela, bien évidemment, est-ce que le régime arrive à l'arrêter? Pour le moment, il y a une certaine impuissance, mais le régime n'a pas utilisé la totalité de ses forces de répression contre ce régime-là, et contre ce mouvement-là. Mais néanmoins, à ne pas oublier, dans les médias, on parle d'une cinquantaine de personnes assassinées ou mortes, mais il y a des indications qu'on voit visiblement cela va au-delà de ce nombre-là, et que donc, et par conséquent, car ce soir encore et demain, ce mouvement avec autant de force va continuer et on va voir effectivement si le régime il est capable de mettre au ralenti. Je ne pense pas. C'est parce que la seule possibilité pour le régime, c'est véritablement d'utiliser une violence extrêmement difficile et très dure. Mais néanmoins, effectivement, par rapport à ce qui se passe, puisqu'ils ont réduit, disons, la totalité des connexions, et hier soir, comme avant-hier soir, le mouvement a continué. Il y a encore quelques éléments qui nous permettent de dire que hier soir était encore plus fort qu'avant-hier soir, si vous voulez, là. Et donc, encore, le mouvement va voir, évidemment, ces dimensions différentes au niveau, disons, dans la rue, de Téhéran, mais également l'ensemble. Sachez qu'effectivement, au-delà d'une centaine de villes qui sont engagées dans ce mouvement-là. Et oui, donc, on a compté du côté des provinces, 27 provinces sur 31 où il y aurait des manifestations, Grégory. Oui, et sur l'ampleur de la répression, c'est très difficile d'avoir des témoignages en direct parce que Internet est coupé depuis jeudi et nous avons d'énormes difficultés à entrer en contact avec nos relais en Iran. Mais Time Magazine a réussi à joindre un médecin de Téhéran qui dit que les 6 hôpitaux de la ville desquels il a reçu des informations évoquent le chiffre de 216 morts rien qu'à Téhéran. Donc on est sans doute sur une répression extrêmement violente et dont on mesure difficilement l'impact parce qu'on a peu d'informations qui nous proviennent directement du pays. Alors je voudrais qu'on revienne aussi sur les derniers mots du fils de l'ancien Shah d'Iran avec vous, Kadi. Merci de nous avoir rejoints. Il est exilé aux États-Unis et il appelle les manifestants à la mobilisation ce week-end et puis également à prendre les centres-villes. Qui est cet homme? Alors effectivement, il a une revanche à prendre sur les mots-là. S'il y a bien quelqu'un qui a une vengeance à reprendre, c'est bien lui. Ça fait 47 ans quand même qu'il attend ça. Il avait 19 ans quand son père a été renversé par la révolution islamique de 1979. Son père qui est sur ce portrait-là, qui est copieusement déchiré, qui a été brûlé donc en 79. Les Bolas, ils ont dynamité son avenir à Reza Pahlavi. Il n'avait que 7 ans quand il a été officiellement nommé prince héritier lors du couronnement de son père. Et il a passé finalement très peu de temps en Iran. Il a été éduqué dans des écoles d'élite en Suisse, encore aux États-Unis. Au Texas d'ailleurs, il a suivi une formation de pilote de chasse dans l'US Air Force. Alors aujourd'hui, effectivement, vous le disiez Céline, il vit à Washington. Il incarne l'opposition monarchique au régime des Mollahs, évidemment. Alors ces faits d'armes, il se concentre exclusivement sur l'activisme politique. En 2013, notamment, il a fondé le Conseil national d'Iran. C'est une plateforme pour promouvoir la démocratie libérale et une monarchie constitutionnelle en Iran. Alors il a écrit des livres aussi, comme Winds of Change. Vous voyez la couverture qui est sur votre écran. C'était en 2002. Il multiplie aussi les discours internationaux. Il appelle à des sanctions contre ce régime des Mollahs. Il défend les droits humains. D'ailleurs, en 2022, lors des manifestations Femmes, Vie et Liberté déclenchées par la mort de Mahsa Amini, il a exhorté les forces de sécurité à rejoindre le peuple. Alors, il est relativement actif, notamment sur Internet. Regardez, il a son propre site, rezapahlavi.org, où il revendique un soutien de plusieurs millions d'Iraniens de la diaspora un peu partout dans le monde. On va voir dans un instant avec vous, Kadi, s'il pourrait devenir prochain dirigeant. Mais d'abord, Richard, juste un mot spécifiquement. Ces mots, quand il dit aux manifestants, continuez à descendre dans la rue, samedi, dimanche, prenez les centres-villes, est-ce qu'il est écouté? Est-ce qu'il a l'oreille des manifestants? Écoutez, sans doute.
C'est clair. Alors, vous savez que l'Internet a été coupé, ne l'oublions pas. Tout à fait. Donc, la capacité des manifestants à se tenir informés de ce qui se passe à l'étranger est sans doute réduite, mais on voit bien que les images parviennent quand même et que des communications se font. Donc, oui, il est écouté. Et puis, il y a la diaspora. S'il n'est pas écouté ou s'il n'est pas entendu par les manifestants eux-mêmes à Téhéran, il est entendu par la diaspora, et cette diaspora, elle a de la famille sur place. Donc par ricochet, ce qu'il dit de toute manière a un impact. Est-ce que ça veut dire que demain, après-demain, il reviendra en Iran comme dirigeant politique et qu'il sera salué par la foule en liesse? Il est évidemment trop tôt pour le dire, et pour le moment, on peut plutôt penser que non. Vous savez, une révolution islamique qui dure depuis 1979, ça laisse des traces dans les esprits. Mais néanmoins, il joue un rôle, sa voix, elle porte, notamment auprès de la diaspora. Je rappelle quand même une chose de base, la diaspora, je le disais, elle a des familles, mais elle a aussi de l'argent. C'est la diaspora iranienne qui a de l'argent et qui a les moyens de contribuer à une transition. Ok. Grégory. Une diaspora très présente notamment aux États-Unis, sur la côte ouest, à Los Angeles, où vous avez des médias iraniens qui émettent depuis la Californie. Non, sur le rôle du fils du Shah, pour être allé plusieurs fois en Iran, pour tout vous dire, personne ne me parlait du Shah, hormis une minorité nostalgique de la royauté qui me disait c'était mieux avant, et puis après les mollahs sont arrivés. Alors c'est vrai que sur certaines vidéos qu'on a reçues, on voit des manifestants crier Javid Shah, longue vie au Shah. On voit ça, mais je pense qu'il faut se méfier un peu de l'effet loupe, parce que vous avez aussi cette diaspora très active, et c'est bien normal, très puissante sur les réseaux sociaux, qui tente à faire croire que le prince héritier est la solution. Je pense qu'à l'intérieur du pays, il ne représente qu'une petite minorité de gens qui regrettent ce qui était le pouvoir avant la République islamique, donc avant 79, la royauté. Allez, on va maintenant écouter les derniers mots de Donald Trump, qui s'est exprimé de nouveau sur l'Iran hier soir. L'Iran a de gros problèmes. Il me semble que le peuple est en train de prendre le contrôle de certaines villes, ce que personne n'aurait cru possible il y a encore quelques semaines. Nous suivons la situation de très près et j'ai affirmé avec une grande fermeté que s'ils se mettent à tuer des gens comme ils l'ont fait par le passé, nous interviendrons. Nous les frapperons là où ça fait mal. Et ça ne veut pas dire envoyer des troupes, mais ça veut dire les frapper très très durement là où ça fait mal. On retrouvera dans un instant Didier Idjadi. Trump qui menace d'intervenir, mais est-ce qu'il veut vraiment intervenir, général? Ah bah avec Trump, on ne sait jamais. Il peut le faire. Je dirais que pour moi, et depuis quelques semaines, vu le succès qu'il a en relations internationales dans toutes ses actions de force, il est peut-être, comme j'ai dit il y a quelques jours, un peu décomplexé sur l'usage de la force et sur les changements de régime. Je pense qu'il se dit aujourd'hui, et c'est un petit peu l'image qu'on a eue tout à l'heure avec son pins, il est capable de tout. Et il a les moyens de le faire. Et contribuer à la déstructuration de l'appareil sécuritaire iranien peut contribuer à changer les choses en Iran, qui reste quand même un ennemi de l'Amérique, ne l'oublions pas. Notamment aussi parce qu'il y a des relations très privilégiées avec la Chine aussi, indirectement. Il ne faut quand même pas l'oublier. Et que quand même, Donald Trump a des accords quand même relativement très cordiaux avec la péninsule arabique. Quand on dit tout ça, que l'Iran change de régime, serait une bonne chose pour lui. Et il a été très prudent. Il a dit « je n'enverrai pas de soldats ». En Iran, ce qui me semble cohérent. Ensuite, il peut contribuer à la déstabilisation du régime qui est en place, sans doute avec l'aide d'Israël, avec ses moyens de renseignement, dont on a déjà parlé, parce que le Mossad est bien impliqué. Donc on est bien dans un changement de régime potentiel, et moi je le vois bien, à un moment donné, puisqu'il y a le prétexte, défendre finalement les civils, frapper là où il faudra, justement pour permettre... Ça veut dire quoi, là où il faudra, en quelques mots? Alors il y a deux possibilités, des cibles humaines, qui participent au pouvoir, dans le commandement par exemple, ou des infrastructures qui contribuent à l'appareil sécuritaire. Une fois qu'on a fait ça déjà, et le faire savoir aussi. Donc on est bien dans l'affaiblissement du régime, qui montrera par ce fait-là, s'il y a des frappes physiques, qu'il n'est pas capable de se protéger lui-même et qu'il est temps de changer. Sauf général que Donald Trump, comme vous, comme moi, se souvient très bien de l'opération sur l'ambassade des États-Unis à Téhéran en 1980, après cette prise d'otage et l'évacuation ratée des diplomates américains. Enfin, il y a quand même, si d'aventure Donald Trump se lançait dans une initiative militaire, il y a quand même des risques importants, d'abord en Iran, et puis pour la région. Oui, il y a forcément des risques, mais on voit bien qu'il les prend.
de toute façon, déjà, il n'y aura pas de ressortissants américains en Iran. Donc déjà, il n'y a déjà plus d'otages. Maintenant, frapper, c'est les autres qui vont assumer le risque sur place. C'est pour ça que je crois que c'est pas quelque chose qui va l'arrêter aujourd'hui. Par contre, vous avez raison, il peut y avoir une déflagration régionale. Mais bon, je pense que tout le monde se prépare depuis longtemps à un affrontement potentiel avec l'Iran d'une manière ou d'une autre, que l'Iran a montré qu'elle n'était pas capable de se protéger, avec les frappes israéliennes et américaines il y a quelques mois. Donc aujourd'hui, l'Iran n'est pas en position de force. Et à mon avis, c'est plutôt un tigre de papier qu'autre chose. Je voudrais entendre Didier Idjadi, merci d'être toujours avec nous. En quelques mots, quel regard vous portez sur ce soutien américain aux manifestants? 3 points. Le premier point, effectivement, il faut comprendre que le peuple iranien n'a pas besoin d'une intervention militaire de n'importe quel pays au monde pour se libérer, car dans leur histoire, ces gens-là ont toujours démontré qu'ils sont capables, effectivement, à la fois de partir dans les révolutions, mais également dans les révoltes et aussi dans les mouvements. Et donc, la fierté et la culture des Iraniens ne permet pas d'accepter, effectivement, ce type d'intervention militaire pour sauver une nation. Le premier point. Le deuxième point, concernant des Américains. Les Américains, effectivement, il y a un mécanisme de convergence entre les intérêts des Américains et ce qui se passe en Iran, c'est-à-dire ce grand mouvement de contestation. Mais n'oublions pas que les objectifs américains, c'est dans le domaine essentiellement, disons, du nucléaire. Si jamais le régime cède et que les Américains obtiennent effectivement ce qu'ils voulaient concernant l'activité nucléaire, et ça s'arrête là pour les Américains. Tandis que pour les Iraniens, pas du tout. Ils veulent continuer leur lutte contre le régime, leur intégralité. Et enfin, le troisième élément, très rapidement, s'il vous plaît. Voilà, le soutien international, c'est toujours indispensable. Aujourd'hui, l'Europe et la France ne bougent pas assez clairement favorablement au régime. Donc, c'est effectivement les Américains, ils ont leur stratégie, mais également les Iraniens, ils ont leur propre stratégie. Merci beaucoup Didier Idjadi. Merci à tous d'être venus sur le plateau de LCI Midi.